Pascal Afine-Guessant, bonjour. Bonjour. Monsieur Afine-Guessant, nous sommes à quelques heures à peine de l'élection présidentielle qui est prévue ce samedi 31 octobre. Alors, cette élection, vous y êtes officiellement candidat, mais vous réclamez son boycott. Alors, Alassane Ouattara affirme que la raison pour laquelle vous et l'ex-président Henri Konan Bédier boycottez cette élection, c'est parce qu'en fait, vous savez très bien qu'elle est perdue. Non, nous ne boycottons pas, nous sommes candidats, mais nous contestons les conditions d'organisation de cette élection. Et pour nous, donc, le 31, il n'y a pas d'élection, puisqu'il n'y a pas de commission électorale indépendante conforme à la loi ivoirienne et aux standards internationaux. Il n'y a pas de distribution de cartes d'électeurs. Le processus est entravé sur l'ensemble du territoire. Et nous-mêmes, nous sommes candidats, mais nous sommes exclus de cette compétition, donc elle n'est pas inclusive. Et donc, pour nous, l'opposition ivoirienne, il n'y a pas d'élection le 31 octobre. Tout peut se passer, mais ce n'est pas une élection qui pourrait être reconnue par l'opposition ivoirienne comme une élection crédible et transparente. Oui, mais Alassane Ouattara dit que quoi qu'il arrive, le scrutin aura bien lieu ce samedi 31 octobre. Est-ce que ce n'est pas pour vous l'échec de votre stratégie de désobéissance civile? À partir du moment où l'élection n'a pas encore eu lieu, donc M. Ouattara ne peut pas dire qu'elle aura lieu, cette élection, puisque nous nous battons pour qu'elle ne se déroule pas. Et nous ferons en sorte que cette élection n'ait pas lieu, parce que, étant candidat et dans l'intérêt de notre pays, nous ne pouvons pas admettre que M. Ouattara fasse ce coup d'État, ce double coup d'État constitutionnel et électoral auquel il invite la Côte d'Ivoire et la communauté internationale. Et je crois que beaucoup d'organisations internationales ont déjà compris qu'il n'y a pas d'élection. L'ONU, par exemple, a décidé de ne pas envoyer d'observateurs. C'est tout dire. Mais vous parlez de coup d'État constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a déclaré valide la candidature de M. Ouattara. Oui, parce qu'elle est aux ordres, parce qu'elle est manipulée par M. Ouattara, tout comme la Commission électorale indépendante, tout comme toutes les institutions nationales qui sont caporalisées par M. Ouattara dans sa logique despotique et dans sa dictature qu'il impose à la Côte d'Ivoire depuis qu'il est à la tête de ce pays. Et donc, il n'est pas éligible. Ses propres partisans l'ont affirmé à plusieurs reprises. C'est de notoriété publique qu'il n'est pas éligible, mais il s'entête en utilisant la violence institutionnelle pour s'imposer. Et ensuite, il se donne une commission électorale indépendante à sa mesure pour aller se proclamer élu. C'est ce que nous contestons, c'est pourquoi nous nous battons. Alors de façon très concrète, on est à quelques heures de ce scrutin. Vous dites qu'il ne va pas avoir lieu. Vous avez affirmé que dans au moins 2/3 des bureaux de vote, il n'y aura pas de vote. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? C'est bien beau d'annoncer des mots d'ordre, de dire il n'y aura pas d'élection, mais concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bloquer les bureaux? Bien sûr, les bureaux de vote ne seront pas ouverts, puisque nous allons empêcher leur ouverture, comme nous empêchons à l'heure actuelle la distribution du matériel électoral. Mais Alassane Ouattara a annoncé qu'il allait déployer 35 000 membres des forces de l'ordre. Oui, vous n'allez jamais y arriver. Mais les forces de l'ordre ne pourront pas nous empêcher. Il ne peut pas déployer dans chaque bureau de vote des dizaines de militaires ou d'agents des forces de défense et de sécurité. C'est dans ce contexte qu'à l'heure actuelle, il a des difficultés à distribuer les bulletins de vote. Il est obligé de les délocaliser dans les brigades de gendarmerie, mais ce n'est pas dans les brigades de gendarmerie que se passeront les votes. Donc vous allez mettre des barrages devant les bureaux de vote? Les barrages sont déjà dressés. Les barrages sont déjà dressés sur l'ensemble du territoire. Et il le sait. Et aujourd'hui, je prends l'exemple même de chez moi, où une unité de la gendarmerie a mis 18 heures pour parcourir 50 km. C'est tout dire. C'est dire donc qu'il est pratiquement impossible d'organiser une élection sérieuse en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle. M. Ouattara peut faire ce qu'il veut, mais dans tous les cas, il ne peut pas organiser une élection digne de ce nom, qui peut être reconnue par la communauté internationale. Et nous invitons d'ailleurs les organisations internationales à ne pas s'intéresser à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, à ne pas envoyer d'observateurs, parce qu'il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle. Alors vous parlez de chez vous, c'est-à-dire Bongouanou, on est à 100 km au nord d'Abidjan. Votre domicile a été incendié il y a quelques jours, mais il y a des violences meurtrières qui ont fait déjà au moins 30 morts. 70 morts, exactement. Le bilan est différent selon les points de vue, mais voilà, il y a plusieurs dizaines de morts que nous déplorons depuis 2 mois maintenant. Et Alassane Ouattara dit que c'est vous
qui provoquait ces troubles meurtriers, il vous dit « l'opposition doit respecter la vie des autres ». Mais il faut d'abord que lui-même respecte sa parole et les lois de la République. Les morts ont commencé à partir du jour où il a annoncé qu'il se présentait pour un 3e mandat. C'est sa déclaration qui a suscité les violences, qui a suscité les morts. Il est donc la source des morts, la source d'instabilité, la source de la violence en Côte d'Ivoire. Tout comme tous les actes qu'il a posés jusque-là, à la tête de l'État, ont toujours été des actes confligènes, des actes qui ont donné lieu à des violences. M. Ouattara, contrairement à ce qu'il veut affirmer face à la communauté internationale, est la source du mal, est une menace, un risque pour le pays, un risque pour les intérêts internationaux, un risque pour la sous-région ouest-africaine. Mais très concrètement, par exemple, à Dabou, on est à 50 km d'ici, c'était la semaine dernière, il y a eu des violences meurtrières, on a déploré 16 morts, et Alassane Ouattara dit qu'il a les preuves que c'est l'opposition qui a fomenté ces troubles et qui a provoqué ces attaques contre les gens. Mais les preuves sont abondantes, que ce sont les miliciens de M. Ouattara qui attaquent chaque fois. Il dit le contraire, il dit tout à fait le contraire. Mais les images sont là. Certains ont été, je dirais, attrapés au campus de Cocody. Ils ont avoué. Nous savons que son petit frère entretient une milice privée de plusieurs dizaines de milliers de personnes qu'il envoie sur les théâtres d'opération chaque fois que l'opposition manifeste pour agresser. À Bongouanou, ce ne sont pas mes partisans qui ont incendié ma maison. Ce ne sont pas mes partisans qui ont tiré sur la population civile pour faire 3 morts. Donc, il est établi que M. Ouattara dispose d'une milice parce qu'il ne fait pas confiance ni à l'armée, ni à la police, ni à la gendarmerie, et que c'est sur les milices qu'il s'appuie pour régner de façon despotique en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il a des preuves, le président Ouattara affirme qu'il a des preuves que c'est l'opposition qui a fomenté un certain nombre de troubles et qu'il y aura des poursuites judiciaires. Est-ce que vous êtes prêt à vous exposer à de telles poursuites? Mais quand nous nous engageons pour la bataille, pour l'intérêt national, pour la démocratie, pour les valeurs de la République, pour le respect de la Constitution, nous avons géré, nous avons dépassé la question des menaces. Ce n'est pas la première fois que M. Ouattara menace. Ce n'est pas la première fois qu'il mettra des gens en prison. Mais quelle que soit la dureté de son régime, il faut qu'il sache que nous réussirons à imposer la démocratie, à lui imposer le respect de la Constitution, le respect des lois de la République. Parce que sans cela, la Côte d'Ivoire ne peut pas avancer. Sans cela, la Côte d'Ivoire ne peut pas être un pôle de stabilité pour la sous-région. Sans cela, la Côte d'Ivoire ne peut pas garantir les investissements étrangers dans ce pays et dans cette sous-région. Et donc, c'est un devoir patriotique, un devoir national de s'opposer à cette dictature, et c'est ce que nous faisons. Alors, juste, je clarifie, vous affirmez en gros qu'il a des sortes, ce qu'on pourrait appeler des escadrons de la mort qui tuent. C'est ça. C'est ça. C'est extrêmement grave, ce que vous dites. Les images sont là. Sur les réseaux sociaux, oui, mais vous ça, pouvez les réseaux disposer sociaux, de toutes les images. Bon. Alors, vous avez dit quelque chose. C'est ça. Vous dites, Ouattara, c'est notre Hitler. Je l'ai déjà dit. Oui, mais j'aimerais bien quand même qu'on comprenne, parce que si vraiment Ouattara c'est Hitler, vous ne pourriez pas être opposant et encore moins vous exprimer comme vous êtes en train de le faire maintenant. Vous savez bien ce que Hitler réservait à ceux qui s'opposaient à lui. C'est un terme quand même extrêmement fort, virulent. Oui, mais vous ne savez pas ce que Ouattara me réserve. Après tout cela, on sait ce que Hitler réservait à ses ennemis. Dans le journal du dimanche, il promet le chaos à ses partisans. Il attend le 31 octobre pour se saisir de tous ceux qui le critiquent à l'heure actuelle. Donc nous savons à quoi nous nous exposons. Mais ce n'est pas outrancier, Hitler. Hitler, c'est le diable. Là, vous le comparez au diable, au pire du pire. Mais regardez le bilan. 3000 morts à son accession au pouvoir en 2010 et des dizaines de milliers de morts. 10 morts dès qu'il déclare qu'il est candidat. 70 morts un mois après. Mais c'est pas Hitler, c'est pas Hitler. Mais c'est notre Hitler à nous. Même s'il est à l'échelle de la Côte d'Ivoire, à l'échelle de l'Afrique, c'est notre Hitler à nous. Parce que c'est un despote, c'est un dictateur qui règne de façon tyrannique sur la Côte d'Ivoire, qui fait ce qu'il veut, qui ne respecte pas les institutions de la République, qui modifie la Constitution à sa guise. D'ailleurs, il a modifié de façon unilatérale en 2016. Il promet qu'après son élection, il va encore la modifier. Parce que ça lui plaît de le faire. Il n'est pas éligible selon la Constitution. Il s'impose pour dire que je suis éligible. Il dit
3 mois avant, je ne serai pas candidat. 3 mois plus tard, non, je serai candidat. Comment qualifiez-vous ce genre de dirigeant politique? Si ce n'est pas un despote, quelqu'un qui règne de façon tyrannique sur ce peuple-là, comme Hitler l'a fait. Alors, au-delà de la virulence des propos de campagne, hein, on est à quelques jours du scrutin, Alassane Ouattara affirme que si une rencontre avec votre partenaire de l'opposition, Henri Konan Bédié, n'a pas eu lieu, c'était prévu dans les derniers jours, c'est du fait de lui-même, Henri Konan Bédié. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer? Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Non, ce qui s'est passé, c'est que nous avons demandé une médiation internationale dans le cadre du conflit qui nous oppose au candidat président. Nous attendons. L'ONU nous a écrit, le président Bédié a répondu qu'il était disposé, que nous sommes disposés à rencontrer M. Ouattara, mais sous la facilitation internationale. Parce que la crise de confiance qui prévaut à l'heure actuelle entre nous est telle que nous ne pouvons trouver de solution de compromis que s'il y a un médiateur crédible qui peut venir et faire en sorte que les positions puissent se rapprocher. Donc pas de tête-à-tête, en fait. Vous ne voulez pas On a dépassé ce stade-là. Nous ne sommes plus au stade de tête-à-tête. Il faut la présence d'un chef de l'État de la sous-région. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons sollicité une médiation d'une personnalité en dehors de cette sous-région pour garantir que l'échange sera véritablement transparent, qu'il n'y aura pas d'intérêt partisan, d'intérêt géopolitique qui puisse influencer ces négociations. Une personnalité africaine venant Une personnalité africaine. Si l'ONU accepte évidemment de mener cette médiation et de faire en sorte que cette personnalité vienne nous aider à trouver un compromis. Et ça avance ou pas? Pour le moment, nous attendons. Nous n'avons pas encore de réponse, nous attendons. Mais c'est pour vous dire que nous sommes ouverts aux négociations. Nous l'avons toujours été. Et c'est M. Ouattara qui s'est entêté à vouloir faire un passage en force. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons à quelques jours de l'élection sans consensus sur l'organisation et la participation à ces élections. Alors, on a parlé de la CEDEAO. La semaine dernière, il y a une mission de la CEDEAO qui est venue et qui vous a demandé de reconsidérer votre stratégie de désobéissance civile. On sait que ça ne vous a pas fait très plaisir. Est-ce que vous avez un peu l'impression d'avoir été trahi par vos partenaires de la sous-région? Vous parlez d'ailleurs d'une médiation qui serait extérieure. Ici. Non, nous ne pouvons pas parler de trahison. De déception, peut-être. Voilà, la déception, c'est vrai, elle est là, parce que la CEDEAO n'a pas encore été à la hauteur du défi que constitue la crise ivoirienne pour la stabilité de la sous-région, pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est une déception. Et nous avons demandé au président Akufo-Addo de redoubler d'efforts, d'aller plus loin, d'être plus, je dirais, plus offensif. Parce qu'aujourd'hui, il y a un chef d'État qui viole la Constitution, qui viole les institutions de la République. Il faut avoir le courage de le lui dire et l'amener à se retirer de la course parce que sa candidature n'est pas nécessaire et à mettre en place des organes électoraux crédibles de manière à garantir un scrutin transparent et une paix sociale durable en Côte d'Ivoire. Le président ghanéen a manqué de courage. Or, je pourrais dire ceux qui ont été commis pour cette médiation n'ont pas été à la hauteur du défi que représente la crise en Côte d'Ivoire. Alors, je vais en revenir au scrutin. Donc, vous êtes officiellement candidat, vous dites que vous n'allez pas y aller, mais Alassane Ouattara nous a affirmé que votre nom, ainsi que celui de Henri Konan Bédié, figureront bien sur les bulletins de vote. Alors on a quand même l'impression qu'il y a une ambiguïté. Pourquoi est-ce que vous ne nous dites pas clairement, maintenant, à nous et aux gens qui nous regardent, si vous allez voter samedi, ne votez pas pour moi, je ne suis pas candidat. Pourquoi cette ambiguïté? Non, mais parce que nous ne reconnaissons pas qu'il y a vote. À partir du moment où nous considérons qu'il n'y a pas de vote, M. Ouattara peut se livrer à tout ce qu'il veut, cela ne nous engage pas. Et de toute façon, notre position est connue de nos partisans. Mais pourquoi ne pas vous retirer formellement? Mais on ne se retire pas puisque nous sommes candidats et nous voulons des conditions électorales équitables. Parce que c'est notre droit d'être candidat. Mais on est à quelques heures, elles ne seront pas réunies. Donc non, pourquoi... mais ça, les heures n'engagent que M. Ouattara. Le 31 octobre n'engage que M. Ouattara. Nous, nous sommes engagés dans un processus de lutte pour que les conditions électorales soient bonnes et nous poursuivrons cette lutte tant que nous n'avons pas une CEI consensuelle, tant que M. Ouattara ne se sera pas retiré de la compétition. L'un des enjeux du scrutin de samedi, c'est évidemment le taux de participation que vous espérez le plus bas possible. Mais petit retour en arrière, Pascal Afine-Guessant, nous sommes en octobre 2000, il y a tout juste 20 ans.
Quand Laurent Gbagbo a été élu et que vous êtes devenu son Premier ministre, le taux de participation était à 37%, donc un taux relativement bas quand même, hein, et ça ne vous a pas empêché de gouverner avec votre président de l'époque, Laurent Gbagbo. Oui, évidemment, parce que tout le monde était d'accord que cette commission puisse organiser les élections. Tout le monde était d'accord sur le cadre juridique des élections. À partir du moment où tout le monde est d'accord. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le scrutin a été boycotté quand même par le RDR. Non, l'élection présidentielle de 2010, le RDR n'a pas été, disons de 2000, le RDR a été éliminé, le candidat du RDR a été éliminé par le Conseil constitutionnel, mais le cadre juridique des élections n'a pas été contesté. Et ce taux de participation relativement bas, 37%, qui risque de se reproduire peut-être dans quelques jours, ça ne vous a pas empêché de devenir Premier ministre? Bien sûr, mais dans le cas d'espèce, en 2020, il n'y a pas d'élection. Voilà. Contrairement à 2000 où il y a eu une élection. Pour nous, il n'y a pas d'élection. Voilà. Et ça, vous ne pouvez pas nous faire changer d'avis. Pour nous, il n'y a pas d'élection. Nous ne reconnaissons nullement ce qui est en train de se faire. Et nous nous battons pour que ce ne soit pas effectif sur le terrain. Alors, on a quand même envie de savoir, on a compris votre stratégie d'ici samedi, mais qu'est-ce qui se passe après samedi? Quelle est votre stratégie? Alassane Ouattara a affirmé qu'il est prêt à ouvrir le gouvernement, peut-être à rediscuter justement de la commission électorale en vue des législatives. Est-ce que vous êtes prêt à dialoguer ou est-ce que vous dites Ouattara c'est Hitler, on ne veut même pas en entendre parler? Mais nous n'en voulons pas en entendre parler, sauf s'il organise des élections transparentes ou si des élections crédibles sont organisées. Et rien ne nous dit que M. Ouattara sera là le 1er novembre, à la tête de la Côte d'Ivoire. Dans tous les cas, nous ne le reconnaîtrons pas comme président de la République de Côte d'Ivoire. Mais s'il vous tend la main, vous n'acceptez pas la main tendue? La main tendue, c'est maintenant qu'il faut l'attendre. La main, c'est maintenant qu'il faut l'attendre pour que nous puissions discuter. Après le premier, nous restons dans la logique de la revendication d'élections justes et transparentes. Quand vous dites la main tendue... Quel que soit ce qui va se passer le 31. Quand vous dites la main tendue, c'est maintenant, ça veut dire que d'ici samedi, il est encore possible qu'une rencontre ait lieu? Tout est toujours possible. Vous y croyez? Mais c'est notre aspiration, c'est notre attente qu'il y ait un dialogue. D'abord pour reporter les élections, parce que de toute façon, si nous devons changer les règles électorales, ce n'est pas en 2 jours qu'il faudra mettre en place une nouvelle commission électorale indépendante. Donc qu'il y ait un dialogue pour reporter les élections, pour discuter des conditions électorales, pour obtenir le retrait de M. Ouattara de la compétition, parce qu'il n'est pas éligible. Et puis à partir de ce moment, nous pourrons organiser les élections avec tous ceux qui ont le droit de participer à cette consultation électorale. Parlons de quelqu'un que vous connaissez très bien, évidemment, c'est l'ancien président Laurent Gbagbo. Le président Ouattara nous a dit qu'il est temps qu'il rentre au pays. Il laisse entrevoir la possibilité pour lui d'une grâce présidentielle. Est-ce que ce serait pour vous un signe d'apaisement? C'est la manifestation aussi de l'esprit despotique qui anime M. Ouattara. Ce n'est pas à lui de fixer les règles. M. Laurent Gbagbo a été acquitté, tout comme M. Charles Blé Goudé. Son devoir, c'est de les laisser rentrer dans leur propre pays et non de dicter des conditions, et non de fixer le sort qui doit être le leur et de déterminer l'avenir qu'il souhaite réserver à ces 2 illustres personnalités du pays. Longtemps, les partenaires de Laurent Gbagbo vous ont accusé d'être un complice d'Alassane Ouattara. Alors si aujourd'hui vous tenez ce discours très ferme, très dur contre le président Ouattara, est-ce que ce n'est pas justement pour convaincre ces partisans de Laurent Gbagbo que vous pourrez devenir un jour leur leader? Non, c'est parce que M. Ouattara a dépassé les bornes. Pendant longtemps, nous avons joué le jeu de la participation. Nous avons offert des possibilités de pouvoir avancer en Côte d'Ivoire vers davantage de démocratie en jouant le jeu de la participation. Mais ça vous permet de recadrer un petit peu votre image, non? C'est une conséquence. C'est une conséquence à partir du moment où M. Ouattara nous a divisés sur la base de cette stratégie et qu'il a créé lui-même les conditions de notre unité. Donc nous sommes aujourd'hui ensemble pour mener le combat contre lui, parce que nous avons tous fait l'expérience, nous-mêmes qui avons eu une attitude de modération pour essayer de voir comment, je dirais, participer au processus politique,
comment avoir une attitude de responsabilité, nous sommes arrivés à la conclusion que nous ne pouvons rien tirer de lui et qu'il faut le combattre de façon radicale, de façon résolue, parce qu'il est véritablement une menace pour la paix, une menace pour la démocratie, une menace pour toute la sous-région, une menace pour l'économie ivoirienne, pour les investissements étrangers. Il faut donc tout faire pour qu'il parte de la tête de l'État par la voie démocratique, et c'est ce que nous sommes... c'est dans cela que nous sommes engagés à l'heure actuelle. Monsieur Afin Guessan, est-ce que vous avez eu un contact récent avec Laurent Gbagbo? Il est silencieux depuis longtemps. Est-ce que vous lui avez parlé? Est-ce qu'il vous soutient? Parce qu'on ne sait pas. Nous nous sommes parlé, je crois, le jour où ma résidence a été incendiée à Bongouanou. Il vous a appelé? Il m'a appelé pour m'apporter son soutien, sa compassion. Et donc... il suit ce qui se passe. Mais est-ce qu'il le soutient? Il soutient votre stratégie? Mais aujourd'hui, ça y est plutôt de soutenir la Côte d'Ivoire. Et nous tous, nous sommes au chevet de notre pays. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut regarder les choses. Il ne s'agit pas de soutenir la fille en tant qu'individu, mais de soutenir la cause ivoirienne. Est-ce que pour vous, Laurent Gbagbo est toujours le leader incontesté du Front populaire ivoirien? Évidemment. Il a... l'histoire, pour lui, c'est le fondateur du parti. L'histoire, c'est le passé. Oui, oui, mais évidemment, le passé, ça compte dans la marche d'une organisation politique. Et puis, il y a l'expérience pour lui, il y a le rôle qu'il a joué pour la démocratie en Côte d'Ivoire, le combat qu'il mène aujourd'hui. Donc, s'il revient, pour vous, c'est lui le chef? C'est lui le chef. S'il revient, c'est lui le chef. Tout dépend donc du nouveau rôle qu'il veut jouer, de la position qu'il veut prendre dans la vie nationale comme internationale. Nous serons là. Évidemment, nous sommes une autre génération. S'il décide de promouvoir cette nouvelle génération, nous sommes à la disposition du parti et nous jouerons le rôle que nous pouvons jouer avec l'expérience que nous avons acquise pour permettre au Front populaire ivoirien de revenir au pouvoir. Et puis, évidemment, aider la Côte d'Ivoire à restaurer la paix, la démocratie et la stabilité. Et Simone Gbagbo, peut-être? Simone Gbagbo, c'est une militante de premier plan de notre parti. C'est une valeureuse militante. Elle a des ambitions légitimes. Mais dans tous les cas, c'est le principe démocratique, c'est la compétition, c'est la valeur des uns et des autres qui s'imposera. Pour l'avenir, le président Ouattara veut rétablir la limite d'âge pour les candidats de plus de 70 ans et donc empêcher en 2025 les candidatures de M. Bédier, de M. Gbagbo et de lui-même. Vous qui êtes plus jeune, est-ce que ce n'est pas une aubaine pour vous? Sur le principe, nous n'avons aucun problème, mais sur la démarche, sur la manière, sur l'esprit, véritablement, il faut condamner cette façon de faire. Ce n'est pas un individu de doter un pays d'une constitution, de modifier telle ou telle disposition de la constitution quand ça l'arrange. Oui, c'est gênant qu'un chef d'État se livre à ce genre d'exercice. Mais si un jour vous êtes amené en tant que député, par exemple, à vous prononcer pour ou contre la limite d'âge, vous voterez pour ou vous voterez contre? Je serai pour. Je serai pour, puisque c'est cela qui est conforme à la position. C'est nous-mêmes qui avons milité depuis l'opposition pour la limitation d'âge. C'est nous qui avons limité pour le vote à 18 ans. Nous avons apporté un certain nombre d'innovations politiques dans le système politique ivoirien. Et donc, nous continuerons dans cette voie. La limitation d'âge est nécessaire, tout comme la limitation du nombre de mandats. Et donc, tant pis à ce moment-là pour la candidature de Laurent Gbagbo, qui ne sera plus possible. Ce n'est pas tant pis. M. Gbagbo a suffisamment apporté à ce pays. Et on n'est pas obligé d'être forcément à la tête d'un État pour être utile à son pays, pour marquer l'histoire de son pays. Il y a de grands hommes dans l'histoire du monde, de l'humanité de façon générale, qui sont restés célèbres sans avoir été, même une seule année, chef de l'État. Et vous pensez que vous pourriez être son digne successeur? Mais je pense que modestement, je peux dire que j'ai suffisamment appris à ses côtés. J'ai fait mes armes. Je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai la capacité, la maîtrise nécessaire pour apporter une innovation, pour apporter une contribution à l'évolution de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est d'ailleurs concrétisé par le projet politique que je m'apprêtais à offrir à la Côte d'Ivoire, la renaissance d'une nation pour la grandeur d'un peuple. C'est le projet politique. Dans tous les cas, si cette chance m'est offerte, grâce au combat que nous menons, grâce au soutien des militants du Front populaire ivoirien, en particulier du président Laurent Gbagbo, d'être le candidat, de pouvoir compétir, c'est ce projet-là que nous allons soumettre aux Ivoiriens.
Pascal Afine-Guessant, merci de nous avoir accordé cet entretien. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, Radio France Internationale et France 24.